Si vous le voulez bien, on va démarrer à l'heure. Hein. Eh bien, écoutez, voilà, messieurs, madame, chers collègues, nous poursuivons les travaux de notre... Alors d'abord, je voudrais excuser le président de notre mission, qui malheureusement est absent aujourd'hui, et j'ai l'honneur de le représenter aux côtés de notre rapporteur, voilà, qui a une lourde mission, hein, comme vous vous en doutez. Alors voilà, nous poursuivons les travaux de notre mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, de carburants synthétiques durables et hydrogène vert, en recevant vous-même, messieurs, monsieur Marwan Laou, voilà, président de l'activité de équité de Tikeo Capital. Voilà. Monsieur Laou, vous avez notamment été directeur général délégué d'Airbus en charge de la stratégie et du marketing, ainsi que président du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, avant de rejoindre le groupe Tikeo Capital. Avant de présider l'activité de Private Equity, vous avez en particulier été président d'ACE Capital Partner, fonds d'investissement qui est spécialisé dans l'aéronautique, la défense et aussi, bien sûr, la sécurité. Monsieur Laou est accompagné par monsieur Philippe Bautry, président de PPCS et qui fut notamment directeur des affaires publiques France du groupe Airbus. Donc cette réunion est captée, sachez-le, et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, sur lequel elle pourra ensuite être consultée en vidéo à la demande. Messieurs, notre mission d'information comprend des membres issus de différentes commissions qui représentent l'ensemble des groupes politiques du Sénat. Le développement des filières de biocarburants et de carburants synthétiques durables et d'hydrogène vert représente, nous le savons tous, un enjeu important pour permettre à la France et à l'Union européenne d'atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, mais aussi pour notre souveraineté et la compétitivité de notre économie. Le transport aérien, compte tenu des caractéristiques physiques propres aux avions, présente des enjeux particuliers. Les carburants d'aviation durable sont aujourd'hui au centre des attentions, tant à l'échelon national qu'à l'échelon européen. Un accord sur le projet de règlement Refuel Europe Aviation vient d'être trouvé entre le Parlement européen et le Conseil. Par ailleurs, l'hydrogène en tant que tel donne lieu à un certain nombre de recherches et de projets industriels. Alors votre regard d'industriel et de financier nous intéresse bien évidemment, et doublement, car nous mesurons l'ampleur des investissements à réaliser ainsi que les enjeux stratégiques sous-jacents. Notre rapporteur, M. Vincent Capo-Canellas, vous a adressé un questionnaire dense qui peut vous servir de guide, mais vous pouvez l'introduire votre propos comme vous le souhaitez. Et pour ce faire, vous aurez un temps que nous donnons, monsieur le rapporteur, d'intervention, de présentation. Une vingtaine de minutes pour permettre les échanges ensuite avec les membres de cette commission. Je passerai ensuite donc la parole à notre rapporteur, puis à l'ensemble de nos collègues, afin qu'ils puissent vous relancer peut-être sur les questions à lesquelles vous n'auriez pas suffisamment répondu, ou bien sûr à d'autres questions qui les intéressent. Et bien sûr, vous pourrez nous transmettre ultérieurement des réponses écrites aux questions qui vous ont été adressées. Je vous cède, monsieur Laou, la parole pour donc 15 à 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Messieurs les sénateurs. Le questionnaire que vous m'avez adressé était non seulement dense, mais particulièrement complet, puisqu'il m'a donné la trame de mon intervention liminaire. Je vais essayer de me limiter dans le temps. Je pourrais en parler pendant des heures. Cela est toujours mon métier, et c'est un métier de passionné, l'aéronautique. Donc, excusez mes envolées de temps en temps. Libérez-vous, libérez-vous. La question de la décarbonation de l'aviation est un enjeu fondamental pour cette filière industrielle qui, je me permets de le rappeler ici, est sans doute la seule filière française,
européenne, mais française réellement d'excellence. Dans le sens où tous ces résultats, quel que soit le critère d'évaluation que l'on considère, en font le plus fort contributeur à la balance commerciale, un très gros employeur en France. Il y a d'autres filières qui sont réputées en France, mais qui importent et qui exportent et qui font on va dire du trading, pardonnez mon français. Là, on a une filière qui est très localisée, même si il y a déjà beaucoup de parties de la valeur ajoutée qui se font en dehors. Et c'est surtout une filière qui est portée par un mouvement séculaire en termes de croissance de la demande, mouvement séculaire qui n'est pas prêt de s'affaiblir. J'ai le souvenir juste après le premier confinement, d'avoir échangé avec des industriels, avec des financiers qui me disaient mais il y avait 2 avions à Roissy, donc le retour de l'aéronautique, c'est pas pour demain, ça se fera jamais. Et au fond, la demande de voyage, la croissance du trafic aérien, une règle très simple par zone géographique, c'est à peu près 2 fois la croissance économique de la zone considérée. Et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, la croissance économique en Europe, c'est 3% environ. La croissance du trafic aérien en Europe, c'est 4,1%. Donc il y a un peu de marge encore en termes de croissance. Mais si on fait de la projection juste linéaire, sans réfléchir, on se rend compte que d'ici la fin de la décennie, la croissance économique en Europe sera à peu près de 2,7%, et la croissance du trafic aérien sera, elle, 2 fois plus, c'est-à-dire 5,5%. Et j'ai les mêmes statistiques pour l'Amérique du Nord, j'ai les mêmes statistiques pour l'Amérique latine, l'Afrique. Et cette évolution, elle est incontestable, indiscutable. Le besoin de voyage, le besoin de mobilité est un besoin vital au même titre que le besoin de sécurité, de nourriture et de confort. On ne va pas désinventer l'avion. Partant de ce principe, et on pourra en discuter, en rediscuter, partant de ce principe, l'aviation, l'aéronautique française, l'aéronautique européenne est devant un choix où elle prend le commandement, elle prend la direction de la décarbonation et elle devient la filière industrielle qui fixe les standards, ou bien elle décroît, et à ce moment-là, d'autres prendront le relais, et il y aura une aviation qui répondra aux besoins de transport, qui répondra aux besoins de mobilité, mais ça ne sera pas la nôtre. Le fait de fixer le standard, elle sera d'ailleurs pas forcément décarbonée. Le fait de fixer les standards, de dire un avion, ça va être décarboné en 2035, est une façon de garder le leadership, de garder le commandement, la direction de la course en matière d'aéronautique. C'est un choix qui est extrêmement difficile. Guillaume Faury, le patron d'Airbus, dit que l'aéronautique a connu 4 révolutions. La première, c'est au début du XXe siècle, puisque à peine 10 ans avant, Lord Kelvin, qui était un très grand physicien, disait « il est impossible de faire voler un plus lourd que l'air ». Quand Clément Ader décolle, c'est là où je diffère un peu avec Faury. Faury dit c'est les frères Wright, moi je fais partie de ceux qui pensent que c'est Clément Ader qui a décollé en premier. Quand Clément Ader décolle pour la première fois, il va à l'encontre d'une affirmation péremptoire d'un des plus grands physiciens de son époque. Ça, c'est la première révolution.
La deuxième révolution, c'est la révolution de la sécurité en vol. La durée de vie moyenne d'un avion juste après la Première Guerre mondiale était d'une trentaine de minutes. Oui, vous avez bien entendu, une trentaine de minutes. La troisième révolution, c'est beaucoup plus tard, c'est au milieu des années 60, c'est la démocratisation du vol. Le fait que cela soit accessible, le voyage aérien devienne accessible au plus grand nombre. Et aujourd'hui, nous sommes au devant de la quatrième révolution, qui est un avion décarboné. Alors, comme tout ce que fait cette filière industrielle, qui est très bien organisée en France et en Europe, entre le GIFAS et l'ASD, nous avons pris à bras-le-corps la question de la décarbonation et nous avons mis en place des plans. Alors, je ne suis pas, bien qu'ancien président d'honneur du GIFAS, je ne suis pas le plus à même de vous décrire le détail de ce plan. Je laisse le soin à ceux qui y sont de le faire. Mais c'est un plan structuré qui repose sur un certain nombre de solutions et qui doit garantir en 2035 le vol d'un avion zéro carbone, avec comme objectif la décarbonation complète du transport aérien en 2050, le temps de remplacer les avions en vol et de faire l'évolution normale des flottes. Alors 2035, ça peut paraître lointain, 2050, ça peut paraître encore plus lointain, mais à l'échelle de la vie d'un avion, à l'échelle de la vie du transport aérien, c'est demain matin. Et donc, non seulement il y a un plan, mais les travaux ont commencé. La R&D n'a pas commencé hier ou avant-hier, elle a commencé depuis quelques années déjà en matière de réduction des émissions. J'allais dire la marche que nous franchissons, le saut que nous lançons aujourd'hui, c'est de dire, OK, ce n'est pas réduire, c'est zéro. Quelles sont les solutions techniques? Là aussi, je ne suis pas le plus à même pour en parler, mais ce que l'on constate, c'est que l'essentiel du plan repose sur les carburants durables. On va parler de carburants durables un peu plus en détail. Il y a un petit 13% du budget réduction des émissions qui provient de ce qu'on appelle technologie nouvelle. Et technologie nouvelle, c'est hydrogène directement employé dans les avions ou électricité. Il y a beaucoup d'autres petits bouts dans ce budget de réduction des émissions. Un que l'on évoque rarement, mais qui est très important, c'est l'optimisation des trajectoires, l'amélioration du contrôle. Quand vous faites Paris-Amsterdam aujourd'hui en avion, on peut poser la question, est-il pertinent de faire Paris-Amsterdam en avion? Pour un passager, ça se discute. Pour certains frets, c'est inéluctable, il faut le faire. Quand vous faites Paris-Amsterdam, vous franchissez un nombre important. Ça peut être, quand vous avez de la chance, c'est 3. Quand vous n'avez pas de chance, c'est plutôt 5 ou 6 zones de contrôle. À chaque transition dans une zone de contrôle, vous perdez du temps. Vous consommez du pétrole. Vous émettez du CO2. Le temps d'attente dans les aéroports, le temps d'attente dans les airs. Tout ça, toutes ces optimisations de trajectoire sont extrêmement importante si on veut vraiment attaquer la question des émissions par tous les côtés. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans, parce que ça va nous amener dans beaucoup trop de détails, mais c'est pour vous donner un aperçu de la granularité de l'analyse qui a été faite par les équipes, évidemment des grands donneurs d'ordre, mais les équipes du GIFAS aussi, sur ce plan de décarbonation. Je vais me concentrer sur les carburants durables. À l'évidence, il y a plusieurs filières, il y a plusieurs procédés. On va commencer par, j'allais dire, le plus immédiat et aller vers peut-être le plus lointain. Le plus immédiat, c'est de raffiner
des déchets, raffiner de l'huile de friture, entre guillemets, mais pas que l'huile de friture, il y a beaucoup d'autres... voilà, la biomasse, bon. Cette méthode-là, elle a déjà fait aujourd'hui sa preuve technique, puisqu'il y a des avions qui ont volé avec 100% de carburant issu de cette filière. Deux problèmes, la disponibilité de la matière première. Il faut aller la chercher, la biomasse. Enfin, c'est pas, si on veut industrialiser le procédé. Et puis, deuxièmement, les raffineries. C'est-à-dire qu'il faut détourner des tranches de raffinerie du raffinage de pétrole fossile vers ça. Tout ça n'est pas compliqué, c'est juste de l'organisation industrielle. Évidemment, le fuel issu de la biomasse pose le même problème que tous les fuels synthétiques, c'est le coût. À quel moment on a un volume suffisant pour que cela soit compétitif. Et il ne s'agit pas de trouver 1 euro pour 1 euro en termes de prix du litre de kérosène. Il s'agit de trouver suffisamment de volume pour avoir un prix qui permette aux compagnies aériennes d'opérer dans des conditions acceptables pour faire à la fois du passager et du fret. Ça, c'est un bout du spectre. L'autre bout du spectre, qui est un peu le Graal des carburants durables, c'est le e-fuel, c'est-à-dire le carburant complètement synthétique, où on part avec du CO2 capturé, avec de l'hydrogène vert, ou mieux encore de l'hydrogène bleu, et par des procédés chimiques connus depuis longtemps, avec des usines compétitives, là aussi, on est capable de combiner pour faire du carburant d'aviation. Là aussi, il n'y a pas de problématique technique très, très difficile. Il y a juste qu'on ne capture pas assez de CO2 et que le CO2 capturé, comme l'hydrogène vert, comme l'hydrogène bleu, ne sont pas disponibles aujourd'hui à des prix compétitifs. L'essentiel de l'hydrogène aujourd'hui qui est disponible, c'est de l'hydrogène marron, au mieux, c'est-à-dire de l'hydrogène obtenu par craquage d'hydrocarbures. Celui-là, il faut le mettre de côté. Mais filière prometteuse, là aussi, pour avoir du carburant durable. Je me permets peut-être à ce stade de souligner que toute la filière aéronautique est complètement orientée vers cette décarbonation. Je l'ai déjà dit, mais que ce soit au niveau des donneurs d'ordre, mais aussi au niveau des sous-traitants, au niveau de la chaîne de valeur, de la chaîne logistique, de l'ensemble des participants, nous sommes tous orientés, et je dis nous, puisque Tikehau Capital est investisseur dans cette chaîne de valeur dans les sous-traitants. L'aéronautique, finalement, est très bien organisée. Il a suffi que Airbus, puis Boeing, Safran, puis GE, puis Rolls-Royce, puis Dassault Aviation, donc les donneurs d'ordre disent l'aviation, on va la décarboner, pour que tout le monde s'aligne et que tout le monde travaille dans ce sens-là. Un petit mot sur Tikehau Capital. Nous avons lancé en 2018 un premier fonds de décarbonation. Alors, ce n'était pas du tout un fonds aéronautique. Hein. On s'est lancé dans la décarbonation. C'est le fonds dit T2, où on investit aussi bien, on a investi, puis on est sorti d'un chauffagiste, parce que le chauffage des bâtiments, les passoires thermiques, enfin je ne vous fais pas d'explications longues là-dessus. On voit bien qu'il y a quelques tonnes à gagner, quelques milliers de tonnes à gagner en termes d'émissions. Donc on fait ça, un groupe qui s'appelle le groupe Rougnon. Mais on a aussi investi dans une entreprise qui s'appelle Eurogroup, qui faisait des moteurs électriques pour électroménager et qui aujourd'hui fournit le tiers des moteurs électriques des voitures électriques. Ça, c'est ce que fait le groupe Tikehau.
À la même époque, nous avons pris la décision de faire l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle ACE Management, connue depuis le début des années 2000, pour avoir investi dans l'aéronautique. Et en 2000, donc on fait l'acquisition fin 2018. En 2020, on lance le 4e fonds aéronautique de cette société, qui était là pour soutenir les entreprises en sortie de Covid et également pour consolider et préparer la reprise, puisque notre hypothèse de travail était que la reprise allait arriver, la reprise aéronautique allait arriver. À l'évidence, dans les points clés du fonds dès ce moment-là, il s'agissait d'être prêt à investir dans les efforts de décarbonation de la filière. Alors comment on décarbone quand on est un sous-traitant? Quand on est un avionneur, on voit à peu près. Quand on est motoriste, c'est encore plus clair. Mais quand on est sous-traitant, quel rôle pouvons-nous jouer en matière de décarbonation? Déjà, il y a la décarbonation des usines. C'est-à-dire que les procédés de fabrication, l'énergie consommée pour fabriquer des avions, elle-même doit reposer sur une énergie la plus décarbonée possible. Et là, il y a un travail d'investissement dans l'appareil productif qui est au cœur de notre stratégie d'investissement. Il y a aussi la participation à la fabrication des pièces, des sous-ensembles, des composants qui vont entrer dans la fabrication de moteurs plus efficaces ou d'aéronefs plus légers, puisque quand c'est plus léger, ça consomme moins d'énergie, etc. Et nous avons fait cela avec le fonds que nous avons levé en 2020, que nous avons déjà pratiquement complètement déployé. Je me permets de signaler que nous avons pu éviter les défaillances d'entreprises du secteur à ce jour. Il n'y en a pas eu, pas une seule. Nous avons fait quelques sauvetages emblématiques, ça c'est sur l'aspect sortie de Covid, mais nous avons surtout fait progresser la consolidation du secteur pour avoir des sous-traitants plus forts, plus résilients, plus capables de répondre à la demande qui est massive aujourd'hui en termes de montée en cadence. On n'a jamais connu une montée en cadence aussi raide, et en même temps préparer la décarbonation. Nous sommes sur le point de lancer la levée de notre 5e fonds. Bon, ce n'est pas tout de suite, mais d'ici la fin de l'année, nous engageons la suite de cette course à la montée en cadence d'un côté, à la décarbonation de l'aviation de l'autre. Si j'essaye de résumer ce que je viens de dire jusque-là, et je pense que ce faisant, j'aurais tenu le contrat des 20 minutes, le transport aérien, la loi des 2 fois la croissance du PNB, elle est toujours vérifiée. C'est une loi empirique qu'on a observée depuis le début des années 70, elle est toujours là. Et la filière est organisée, elle a lancé tout un plan qui doit se dérouler entre maintenant et 2035 pour arriver à un avion zéro carbone et jusqu'en 2050 pour arriver à une aviation zéro carbone. Au cœur du débat, il y a les carburants durables, puisque les nouvelles technologies dans ce plan ne comptent que pour 13%. Et qui dit carburant durable dit 2 problèmes. Le premier problème, trouver la filière de fabrication qui permette d'avoir les matières premières en quantité suffisante. Et deuxièmement, produire des volumes suffisants pour avoir des prix compétitifs, même si les prix compétitifs ne sont pas 1 euro pour 1 euro en comparaison d'un litre de kérosène durable par rapport à 1 litre de kérosène fossile. Je finirai sur une note un peu plus lyrique. Je suis un ingénieur, je suis entré dans ce métier en 1986
à une époque où la France et l'Europe aérospatiale avaient des ambitions énormes. On pensait qu'on pouvait conquérir le monde. C'est ce qui m'a attiré comme jeune ingénieur, plutôt que d'aller faire autre chose. Je crois qu'on a réussi. Et ce succès a porté Airbus, mais pas qu'Airbus. Toute la filière, elle est sur le toit du monde. Aujourd'hui, j'ai envie de donner à mes enfants qui ont envie de faire ce même métier une perspective, un rêve qui va devenir réalité. Et cette perspective, c'est bien la décarbonation, c'est bien de réinventer l'aviation, de réinventer l'aéronautique et l'espace pour un monde plus durable. Bien. Écoutez, merci. Peut-être de ma part, trois questions courtes avant de passer la parole à monsieur le rapporteur. Décarboner en 2035, ça veut dire que c'est pour la France. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde joue le jeu. Est-ce que, sur un plan international, les gens auront la même dynamique et la même politique avec les mêmes objectifs? Quand on dit un avion décarboné, c'est Airbus qui a cette ambition. C'est un avion Airbus décarboné. Dès qu'on dit un avion Airbus décarboné, ça implique déjà les 4 nations Airbus au minimum. La chaîne de valeur d'Airbus va bien au-delà des 4 pays, mais l'essentiel de la valeur est contenu dans les 4 pays. Donc il y a déjà un espoir que nous ne soyons pas les seuls à prêcher dans le désert, puisque si c'est un avion Airbus, c'est un avion qui concerne l'Europe de l'Ouest, on va dire, pour être assez large. La question, c'est... Votre question, elle est encore plus percutante si on parle de 2050, c'est-à-dire une aviation décarbonée. À partir du moment où Airbus puis Safran, la filière française ont parlé d'aviation décarbonée, la filière nord-américaine a emboîté le pas. Et donc, on a réussi à fixer le standard pour les concurrents existants. La question, c'est finalement, est-ce qu'un nouvel entrant, pour ne pas le nommer le constructeur chinois, est-ce que lui va s'embarrasser autant de questions de décarbonation? Vous voyez, je crois à la... c'est pas seulement un acte de foi, il y a des faits tangibles qui le confirment. Mais je crois beaucoup à la précédence, si j'ose dire, du leader. Si le patron d'un secteur dit on va faire comme ça, il est assez rare que d'autres fassent l'inverse. Donc je suis assez convaincu, et les premiers signes que l'on perçoit venant d'autres parties du monde, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne conçoit de construire, de réaliser un avion de ligne s'il n'est pas décarboné. Il y a d'autres sujets, il y a d'autres aspects, d'autres domaines de l'aviation, parce qu'il ne faut pas se limiter à l'aviation commerciale, mais on va dire les 80% de l'aviation, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut décarboner. Merci. Dernière question courte. Vous parliez de l'optimisation des trajectoires, et j'aurais voulu savoir, dans votre esprit, dans vos études, quelle était la distance minimum qui permet de développer l'aviation et celle qui l'interdit en définitive. C'est une question assez délicate, parce que au fond, c'est 1 heure de vol. C'est 1 heure de vol. Mais 1 heure de vol, ça peut être très long en distance et très court en distance, selon combien de temps vous attendez. En fait, mon point, je pars du point inverse. Plutôt que de dire voilà la distance minimum, je dis il faut essayer d'éliminer tous les temps inutiles où les moteurs tournent. Alors, il y en a déjà au sol. Si vous prenez des vols court courrier ou moyen courrier, essayez la prochaine fois de comptabiliser combien de temps le moteur tourne
alors que vous êtes au point d'attente, ou que on vous dit il y a un créneau. Pourquoi il y a un créneau? C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation du contrôle. Donc, c'est 1 heure de vol, grosso modo. Mais dans 1 heure de vol, on peut faire beaucoup de distance ou on peut faire très peu de distance. Très bien. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Laoud de Davo, merci de cette présentation et d'avoir situé les choses avec une forme d'enthousiasme et de raison. Alors, vous avez une connaissance mondiale du sujet, une expérience industrielle majeure qui fait plaisir aux membres de la Commission parce que on est toujours en recherche d'experts qui soient capables de nous parler des sujets tout en ayant la distance qui convient. Je crois que c'est le cas. Alors, vous nous direz sans doute aussi en termes de financement comment vous voyez les choses, parce que vous êtes patron du fonds Aerofound Days Management. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de savoir comment tout ce petit monde industriel, y compris la sous-traitance, se met en situation d'aller vers la décarbonation et d'y contribuer. On a aussi le sentiment que tout ceci procédera sans doute d'innovation, qu'elles ne sont peut-être pas toutes sur la table. Peut-être y a-t-il là aussi des ressorts, des choses que vous avez pu repérer, ou en tout cas un discours à avoir sur comment la France peut continuer d'encourager l'innovation, la recherche, parce qu'on a bien le sentiment que parfois il y a des doutes sur la pérennité dans un certain nombre de financements. Je pense notamment à ce qu'on appelle le CORAC, pour ceux qui connaissent. Sur l'idée du standard, est-ce que vous diriez que Boeing et Airbus aujourd'hui sont sur la même ligne, sachant qu'il faut aborder la question des annonces qui avaient été faites il y a quelques années de ça, par la France notamment, un peu sous une forme de planification. On avait dit là, on arrivera à l'hydrogène. Bon. Alors aujourd'hui, on a quand même cette idée que c'est plutôt les carburants d'aviation durable, pour prendre une formule, qui vont permettre la décarbonation, mais il y a quand même toujours un débat là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il en est de l'hydrogène de votre point de vue? Et on a compris que pour Boeing, ce n'était pas le sujet. Alors je crois qu'on doit voir des représentants de Boeing bientôt d'ailleurs. Mais quel est votre point de vue sur l'hydrogène? Et ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, sur les carburants de l'aviation durable, les deux grands tiennent le même discours? Est-ce qu'on va avec effectivement un standard là-dessus? Il y a un sujet purement technique, quand même, l'homologation qui n'est pas faite au-delà des 50%. Alors vous me direz, on est tellement bas aujourd'hui qu'avant d'arriver à 50%, on a le temps de résoudre cette affaire-là, quand même. Mais voilà, comment vous voyez tout ça? Alors, on a biocarburant et e-fuel. On avait un certain nombre d'auditions encore ce matin ensemble. Je me tourne vers Béatrice notamment, à Gosselin, qui était avec nous dans l'audition. Et un certain nombre nous disent, mais qu'est-ce que vous attendez en France pour aller beaucoup plus loin sur les biocarburants pour l'aéronautique? Un certain nombre de grands aéroports, ils sont déjà. Comment vous voyez ce sujet-là? Est-ce que vous vous dites qu'il y a vraiment quelque chose à faire de très vite sur ce plan-là? Alors, e-fuel, vous avez très bien expliqué, et merci de le faire avec des mots simples, mais ça, c'est le polytechnicien, sans doute, qui nous parle. Et on comprend tout, évidemment, ça nous rassure. Mais e-fuel, je comprends quand même que pour vous, la filière n'est pas forcément mature. Mais là aussi, du point de vue technologique comme du point de vue financement, comment vous voyez tout ça? Voilà, c'est quelques questions dans un premier temps. Merci beaucoup. Je pars d'un principe, là aussi c'est un acte de foi, les ingénieurs savent tout faire. Il suffit juste de leur poser le problème. Donc, quand on parle de e-fuel, on va y arriver. Je ne dis pas qu'on n'est pas... on a un problème insurmontable. La science correspondante, la technologie correspondante n'ont rien de sorcier. La seule question, c'est l'investissement industriel. Commençons par le commencement, commençons par l'hydrogène. On parle beaucoup d'hydrogène vert. Tous les ans, la quantité d'hydrogène vert ou d'hydrogène bleu augmente, mais on est encore loin d'avoir cet hydrogène que tout le monde appelle de ses voeux, cet hydrogène décarboné, si j'ose dire. Aujourd'hui, l'hydrogène, il produit 70 millions de tonnes d'hydrogène dans le monde et ça émet 700 millions de tonnes de CO2. Donc, la filière aéronautique, elle est partie du principe qu'elle veut résoudre le problème de manière globale. Elle ne veut pas juste exporter son CO2, le mettre sur le dos de quelqu'un d'autre.
Donc, il faut l'hydrogène. Ensuite, le CO2 capturé, il y a des filières très prometteuses de capture de CO2, mais on n'est pas encore au CO2 industriel. Il y a d'autres manières de faire des e-fuels avec des réserves de carbone naturelles, le bois, on peut passer par une étape d'éthanol. Enfin, il y a pas mal de formules, mais tout ça n'est pas encore industrialisé. Et en particulier, on ne sait pas encore quel est le coût, quel est le prix moyen d'un litre de kérosène ou d'un litre de carburant obtenu de cette manière. Tout d'abord parce qu'on ne sait pas quel volume on est capable de produire. Plus on fait du volume, plus les prix baissent. Donc, c'est pas mûr, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas poursuivre la filière. Les ingénieurs savent tout faire, donc j'ai aucun problème, on peut y arriver. Ça, c'est sur l'aspect e-fuel. Sur l'aspect hydrogène, de la même manière que les ingénieurs savent tout faire en matière de synthèse de carburant, les ingénieurs sauront faire voler un avion avec de l'hydrogène, sauront stocker de l'hydrogène dans les aéroports, sauront transporter de l'hydrogène pour refueler des avions. Il se trouve que, là aussi, la maturité et surtout la disponibilité de cet hydrogène, on fait l'hypothèse que c'est un hydrogène décarboné, fait que si on veut tenir le calendrier de 2035 pour le premier avion qui vole zéro carbone et 2050 une aviation décarbonée, on a estimé que le meilleur compromis, c'était pas plus de 13% du budget de décarbonation. 100%, c'est le volume actuel et la projection dans le temps du volume de CO2 ou de la masse de CO2 émise. Ça, c'est 100%. On a estimé que 13% de ça sera traité en 2050 par des nouvelles technologies, c'est-à-dire soit l'hydrogène, soit l'électrique, en fait une combinaison des deux. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire, ce n'est pas parce qu'on ne fera pas plus tard plus, c'est juste pour tenir les délais. Et le dernier élément de réponse à votre question, ou à vos questions, c'est est-ce qu'il y a alignement entre Airbus et Boeing ? Il y a quelques années, quand j'étais chez Airbus, j'aurais répondu jamais de la vie. On fait tout différent et nous, on fait mieux. Avec un peu de recul, finalement, c'est un duopole. Et le duopole, la façon de fonctionner, elle est très simple. Il y en a un qui prend une initiative et l'autre qui la suit. Et il dit, celui qui suit dit, je suis, mais je fais mieux. Ça a été l'histoire d'Airbus et de Boeing depuis 1970. Sénatrice, qui veut la parole? Oui. Poser une question. Tu te présentes, s'il te plaît. Voilà. D'ailleurs, je vais rencontrer M. Laoud, puisque j'étais le député et maire de la ville d'Albert pendant 30 ans, et on a un établissement à Méholt, et je n'avais jamais eu l'occasion de vous rencontrer, donc il faut que je vienne au Sénat maintenant pour vous rencontrer. Je voudrais revenir sur la question de Vincent Capo-Canelas concernant Boeing et Airbus. Vous dites quand quelqu'un démarre une initiative, il y a l'autre qui déclenche la même, etc. Est-ce que sur un sujet comme celui-là, il n'y a pas moyen de se parler, de se mettre d'accord, de grouper donc des énergies de cerveau pour essayer d'avancer sur ce sujet-là? C'est ma première question, parce qu'ils ont tout intérêt à faire en sorte que ce duopole survive, bien entendu. Et la deuxième question qui est derrière celle-ci, c'est les motoristes, eux, est-ce qu'ils ont décidé de travailler aussi ensemble sur ces sujets-là, soit GE, Safran, Pratt & Whitney, est-ce qu'ils ont décidé de travailler ensemble, ou est-ce que chacun mène ses recherches dans son propre coin? Alors, il y a deux questions dans votre question. Tout d'abord, les avionneurs. Pour des raisons de
concurrence, le seul domaine dans lequel les avionneurs sont autorisés à se parler, et d'ailleurs ils se parlent très activement et ils échangent, c'est la sécurité des vols. Donc les avionneurs aujourd'hui ne se parlent pas, ils n'ont pas le droit de se parler sur l'aspect décarbonation. Bon, maintenant, on ne va pas se raconter d'histoire. Les avionneurs ne se parlent pas. Mais ils ont en commun les motoristes. Parce que quand vous êtes CFM, vous équipez les deux. Quand vous êtes Rolls-Royce, vous équipez les deux. Quand vous êtes GE, vous équipez les deux. Pratt & Whitney, pour l'instant, équipe Airbus, mais Pratt & Whitney équipe l'aviation militaire aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de groupe de travail Airbus-Boeing sur la décarbonation. Mais là où les préoccupations se rencontrent, et là où il y a beaucoup de travail qui est fait en commun, c'est chez les motoristes. Même si les motoristes ne travaillent pas entre eux. GE et Safran, oui, au sein de CFM. Il y a assez peu de projets communs aujourd'hui entre les motoristes. Il faut imaginer les motoristes d'avion. Il y a les petits moteurs, les gros moteurs. Je parle d'avions commerciaux. Encore une fois, désolé de ne pas traiter toute l'aéronautique. Il y a l'aviation d'affaires, il y a l'aviation militaire dont on ne parle pas beaucoup, mais qui, elle aussi, doit passer à cette approche de décarbonation. Mais si on prend l'aviation commerciale, vous avez les petits moteurs, les gros moteurs. Dans les petits moteurs, il y en a deux, CFM, c'est-à-dire GE, Safran, et Pratt & Whitney. Et dans les gros moteurs, vous en avez deux, Rolls-Royce et GE. Ils ne travaillent pas ensemble, ils sont en concurrence. Et de la même manière que Airbus et Boeing ne peuvent pas se parler pour des raisons de concurrence, c'est un peu plus facile pour les motoristes. Il y a eu des approches, il y a eu des projets communs, mais ça reste assez séparé. Maintenant, si vous descendez d'un cran, là aussi, ils ont des sous-traitants communs. Et donc, c'est là que se passe le travail collectif. Voilà. Bien. Alors, Madame la sénatrice, René-Paul, non? Voilà. Bonjour Monsieur Laoud, je suis ravie d'avoir vos propos et de suivre un petit peu. Et ça rejoint un peu ce qu'on avait vu à Lyon, où la recherche avance dans tous les domaines. Vous parlez de l'aéronautique, mais on l'a vu aussi pour la motorisation des véhicules lourds, etc. Et à un moment donné, il va falloir faire des priorités, parce que ce qui est vrai, c'est que s'il y a des évolutions au niveau de l'hydrogène, il y a des évolutions au niveau des biocarburants, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, pour que ça passe au niveau technique et industriel, parce que là c'est vraiment le souci, c'est des finances et faire des choix, est-ce qu'il n'y aurait pas une gradation de l'évolution de la moto, enfin de carburants, c'est-à-dire commencer par des biocarburants qui vont être peut-être plus faciles à mettre en place et ensuite passer à l'hydrogène avec des techniques qui vont évoluer encore. Je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être un choix politique, mais quel est votre sentiment là-dessus? C'est exactement ce à quoi je faisais allusion en réponse à Monsieur le rapporteur. C'est une question de maturité dans le temps. Il faut commencer, dès l'année prochaine, il faut augmenter la proportion de carburant durable dans les avions. Il faut augmenter, sachant qu'on peut aller jusqu'à 100%, même si la certification n'est pas faite au-delà de 50%. J'ai aucun doute qu'on peut aller jusqu'à 100, c'est juste la disponibilité de la matière première. Et poursuivre la recherche, poursuivre le travail technique, le travail industriel sur toutes les filières. Ce n'est pas du soi-soi, il faut les deux, il faut avancer et puis progressivement faire l'introduction, l'insertion technologique, comme on dit de manière un peu pédante dans le milieu industriel. Il faut insérer les nouvelles technologies dans les systèmes existants. Là-dessus, la filière est très claire sur le fait qu'il faille le faire un peu dans l'ordre. Maintenant, il y a une question que vous n'avez pas posée, mais que je me permets de vous soumettre, qui est que non seulement il va falloir faire des choix
au sein de la filière aéronautique, mais il va falloir qu'il y ait des priorités filière de transport par filière de transport. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est très commode pour du transport lourd, là où vous avez du volume, là où vous avez de la place. Ça serait gâché que de dire on va faire du transport lourd avec des carburants durables. Parce que les carburants durables qu'on va brûler dans les gros camions ou dans les bateaux ou dans les trains ne sera plus disponible pour l'aéronautique. L'électrique est commode pour l'automobile. Si on dit non, l'automobile va fonctionner avec du carburant durable, là aussi c'est du carburant durable qui n'ira pas à l'aviation. L'aviation est sans doute le mode de transport le plus contraignant pour des raisons de poids. Le poids est l'ennemi de l'avion. Même si Lord Kelvin avait tort de penser qu'on ne pouvait pas faire voler un plus lourd que l'air, il vaut mieux qu'il soit pas beaucoup plus lourd que l'air, parce que s'il est beaucoup plus lourd que l'air, il ne décolle pas, ou alors il décolle en consommant beaucoup d'énergie. Donc l'arbitrage, il est au sein de chaque filière de transport et il est entre filières de transport. Monsieur René-Paul Savary, sénateur de la Marne. Oui, alors justement, l'arbitrage, qui peut le faire, c'est finalement l'arbitrage. Hein, parce que quand on écoute les différentes filières, chacune a des voix alors, qui peuvent être relativement identiques. Vous, si j'ai bien compris, les moteurs sont transformables en suivant l'évolution des carburants, oui. Sauf les moteurs électriques. Sauf les moteurs électriques. C'est pour ça que vous ne parlez pas du tout d'avion électrique. Non, l'avion électrique, monsieur le sénateur, c'est formidable. On a, chez Airbus, on a eu le premier franchissement de la Manche par un avion électrique. Et c'était il y a plus de 10 ans. Hein, donc c'est pas... le premier avion électrique, je crois, a volé au tout début du siècle, du 20e, hein, pas du 21e. Donc, ce n'est pas une innovation majeure. Le problème de l'avion électrique, c'est que l'énergie embarquée ne permet pas de transporter beaucoup de fret ou beaucoup de poids. Quand Jean Botti a traversé la Manche avec un avion électrique, ils étaient 2 à bord. Et aujourd'hui, les analyses montrent qu'un avion électrique de plus de 20 passagers, ça reste une chimère. Ou alors il faut embarquer une centrale nucléaire à bord avec d'autres problèmes, un crash. Parce que la certification, il ne faut pas seulement tenir compte du fonctionnement normal, il faut tenir compte du fonctionnement dégradé. Donc, il y a une voie pour l'électrique. Dans les 13% que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a un bout d'électrique, parce qu'il y a une certaine partie de l'aviation qu'on peut électrifier, l'entraînement, les avions où il y a 2, 3, 4 passagers, certaines liaisons d'affaires, ça c'est jouable en électrique. L'avion de 100 places ou de l'avion de 200 places électrique, en tout cas moi je ne le verrai pas. Et d'autre part, dans l'organisation des filières, c'est des filières qui peuvent être organisées, mieux organisées, effectivement. Il faut aller chercher un peu la biomasse dans des territoires relativement larges. Mais il faut l'organiser peut-être de façon éphémère avec la transformation, justement, et éventuellement demain l'e-fuel par rapport aux biocarburants. Donc ça veut dire qu'on peut des fois être amené à organiser des filières pour quelques années qui seraient vite obsolètes. Ça ne sera pas la première fois dans l'histoire des technologies et des industries que des évolutions ou des solutions ont été éphémères. Pendant des siècles, la marine était à voile. Aujourd'hui, il ne nous viendrait pas à l'idée de revenir à la voile, même si certains disent c'est la façon la plus efficace et la plus renouvelable. Oui. Bernard, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. J'ai deux questions simples. La première, c'est comment faire une filière en France, justement, de carburant pour l'aviation durable. Parce qu'on a le sentiment qu'il y a un problème déjà d'investissement et que les pouvoirs publics, comment dire sans être désagréables, sont un peu tétanisés quand même devant l'ampleur
des financements qu'il faut mobiliser pour bâtir ces filières et avoir ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire des raffineries spéciales et avoir toute cette chaîne-là, on a un peu le sentiment qu'il y a aussi la crainte de mettre des fonds publics, pour dire les choses clairement, sur la filière aéronautique, pour des raisons d'image aujourd'hui. Bon. Mais déjà, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut, alors je ne vais pas vous dire Tikeo, mais qu'on peut mobiliser du financement privé et qu'on peut bâtir un système vertueux avec l'État pour arriver? Ça, c'est la première question. Je laisse répondre. Les industriels de l'énergie, les gens qui ont des raffineries, aujourd'hui, ils ne sont pas contre faire du e-fuel. Encore une fois, c'est une question d'investissement. Et l'investissement, il n'y a pas d'investissement 100% public ou d'investissement 100% privé. Il y a, à partir du moment où on est d'accord sur une direction à prendre, tout le monde investit. L'investissement public, c'est plutôt dans des choses long terme, dans des choses où le retour n'est pas immédiat. L'investissement privé, il est dans des démarches dont le retour est plus proche. Il y a des fonds SAF, donc carburant d'aviation durable, qui sont en train de s'organiser, qui sont en train de se monter. Ils ne sont pas encore montés, mais il y en a. Donc il y a des privés qui disent c'est un secteur dans lequel je vais regarder pour trouver mon bonheur, si j'ose dire, d'investisseur. Mais ce à quoi je ne crois pas, c'est une situation où c'est que le privé ou que le public. Il va bien falloir qu'on sorte de ces chiens de faïence qui se regardent et qui disent qui va commencer? Vous avez dit quelque chose qui est assez caractéristique de ce qui nous bloque aujourd'hui. Vous avez dit les pouvoirs publics pourraient répugner à mettre de l'argent dans l'aéronautique pour des questions de réputation. Mais justement, on est en train de décarboner l'aviation. Donc le problème de réputation, lui, ne devrait pas nous bloquer. Je rappelle, c'est pour ça que j'ai commencé par ça tout à l'heure dans mon propos liminaire, c'est une des seules filières d'excellence en France et dans une certaine mesure en Europe de l'Ouest. Donc on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On va pas sacrifier pour des questions de réputation quelque chose qui fait qu'on est leader mondial quelque part, au fond. Merci. Sur la question qu'on entend quand même régulièrement de la décroissance. Alors, vous avez tout à l'heure rappelé qu'il y avait une aspiration à se déplacer, que ça faisait partie des grandes libertés et des grandes aspirations, mais quand même, on entend un certain nombre qui nous disent, par exemple, si on va dire carburant aéronautique à partir de biomasse ou autre, on va dire certainement pas pour l'aérien. Bon, on va entendre ce genre de choses. Et on a ce propos-là. Alors, enfin, en tout cas, on l'entend, pardon. Comment vous réagissez par rapport à ces théories de décroissance de l'aérien? Puis deuxièmement, quand même, l'avantage des carburants à l'aviation durable, c'est sans doute qu'il n'y a pas une grosse rupture technologique. Après tout, au lieu d'avoir du kérosène, on aura des e-fuels. Bon, c'est pas rien, il faut monter les raffineries, il faut la distribution, il faut arriver quand même à ce que ça marche, c'est déjà pas si mal. Mais est-ce qu'il n'y aura pas des innovations plus fortes quand même qui peuvent intervenir? Je reviens un peu là-dessus. Il y aura des innovations plus fortes, c'est certain. C'est juste que dans le timing 2035-2050, l'essentiel de la décarbonation sera carburant durable. La décroissance, monsieur le rapporteur, c'est un acte, c'est un choix idéologique. Moi, j'ai fait le choix inverse. J'ai fait le choix inverse, non pas pour des raisons irrationnelles, mais pour des raisons complètement rationnelles. Je vais demander, il faudrait qu'on fasse un sondage sur le 1,482 milliard d'Indiens pour savoir combien d'entre eux seraient prêts à troquer la liberté que leur amène le fait de pouvoir voyager, et voyager en avion, contre d'autres objectifs.
On va demander aux milliards 436 millions de Chinois. L'Inde vient de passer devant la Chine en termes de population mondiale. Donc c'est un moment important dans l'histoire de l'humanité. On va demander aux 350 millions d'Indonésiens, parce que c'est eux qui voyagent. Faut pas qu'on se raconte d'histoire. Les Européens voyagent, les Français voyagent, mais c'est de plus en plus une goutte d'eau dans l'océan de la mobilité. Et donc je reviens là aussi à mon propos liminaire, ou bien on prend la tête de la transformation, ou bien on sera dépassé par d'autres, parce que le besoin de voyage est un besoin irrépressible. Et un point auquel je ne crois pas à la capacité, je ne crois même pas à la pertinence et à la légitimité des Européens de dire aux Indiens, aux Chinois et aux Indonésiens, vous savez quoi, vous ne voyagerez plus. Dans l'écosystème là, du transport aérien, qui va payer? Tout ça va coûter? Le passager? Étonnamment, le passager déjà paye en 2023 plus qu'il ne payait en 2019. Je dis étonnamment parce qu'il y a en nombre de passagers, pas tout à fait le nombre de passagers, mais en RPK, en revenu par passager par kilomètre, on est au-dessus de là où on était en 19, dans le monde entier. Ça montre bien que ce bien, au sens économique du terme, qui est la mobilité, est un bien que les hommes, les êtres humains, valorisent plus que ne le valorisait peut-être l'écosystème transport aérien avant le Covid. Maintenant, il faut éviter, il y a une limite, c'est-à-dire qu'il y a une certaine élasticité, mais au-delà de laquelle le système s'écroule. D'où tous mes commentaires et tous mes raisonnements autour de quel volume de e-fuel, quel volume de carburant durable, quel volume d'hydrogène vert, quel volume d'hydrogène bleu, pour faire en sorte que le prix au litre soit abordable et acceptable par l'écosystème. Je n'ai pas de chiffres là, parce que c'est celui qui a les chiffres, je pense qu'il gagne le gros lot d'une certaine manière. Hein, mais est-ce qu'un prix de carburant durable, un prix du litre de carburant durable, s'il est 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois supérieur à ce qu'est un litre de carburant fossile, est-ce que le prix au kilomètre d'une propulsion hydrogène, si elle est 2 fois, 5 fois, 100 fois, c'est quoi la limite? Je ne sais pas. Sans doute que 2, 3, 5, ça reste abordable. Mais je peux pas vous dire aujourd'hui, je ne sais pas. D'une certaine manière, il faut retrouver l'humilité de l'approche scientifique. Et quand on ne sait pas, dire je ne sais pas et dire je cherche. Question indirecte. Mais le choix européen de choisir le moteur électrique pour les voitures à l'horizon 2035, en abandonnant complètement le moteur thermique, va dans le sens que ça libère pour vous des biocarburants ou des carburants nouveaux qui facilitent vos activités, ou est-ce que ce n'est pas forcément le bon choix? Je ne suis pas un expert de l'automobile, donc Bien sûr. Ma réponse forcément est... C'est pour ça que je vous la pose. Est biaisée, entachée d'inexactitude. Mais personnellement, je ne crois pas qu'on puisse décider comme ça par un oukase de haut en bas qu'à telle date, il n'y aura plus que. Je pense que, en revanche, que dire la priorité en matière de transport automobile
doit être électrique. Sur le plan technique, vue d'un ingénieur, ça fait du sens, parce qu'une voiture, on peut mettre des batteries et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas que Tesla. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de véhicules électriques qui sont remarquables. Si vous prenez de temps en temps des taxis parisiens qui sont électriques, vous avez des belles berlines, vous avez des petites voitures. Et contrairement à ce qui était prédit, finalement, le développement des réseaux de charge est correct. Est-ce qu'il sera suffisant pour quand on montera en puissance, quand il y aura une majorité de véhicules électriques? Je pense que c'est gérable. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Mais si je devais faire une allocation simple, je dirais priorité électrique pour la petite mobilité terrestre, priorité hydrogène pour la grosse mobilité terrestre, priorité carburant durable pour la mobilité aérienne. Vous notez, je dis priorité, puisqu'il y a de l'hydrogène, il y a de l'électrique, et il y a aussi... Enfin, mais disons, le poids fort, il est dans chaque cas sur un des modes de propulsion. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un choix difficile à prendre pour l'aviation française, qui était de choix de la décarbonation, et que la filière fixerait les standards. Est-ce que vous croyez qu'à travers l'aviation à travers le monde, est-ce que la France, enfin l'Europe, quand je dis pas la France, l'Europe peut avoir cette assise et dire, voilà, nous on propose ceci, est-ce que ça peut être entendu et réalisable? Il y a deux façons de fixer des standards. Il y a la façon que vous connaissez bien, qui est la normalisation, la législation, la réglementation. Et puis il y a les standards dits de fait. Quand vous êtes leader mondial, que vous avez de l'avance, que vous livrez des avions électriques avant les autres, que vous livrez des avions à carburant durable avant les autres, ou des véhicules électriques avant les autres, en fait, vous fixez le standard sans normalisation. Je crois beaucoup à la combinaison des deux, c'est-à-dire qu'il faut être en avance techniquement pour imposer d'une certaine manière un standard. L'exemple que je cite volontiers, c'est dans les télécoms. Quand j'étais jeune ingénieur il y a bien longtemps, il y avait tout un travail de normalisation des réseaux locaux, des réseaux moyens, des réseaux d'entreprises. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les entreprises n'a rien à voir avec les travaux de normalisation. Il y a une sorte de standard de fait qui a été imposé par celui qui, commercialement et qui, technologiquement, a offert le plus vite la meilleure solution avec les volumes les plus importants. Voilà, il faut y aller. Ton micro. IATA a pris une position officielle sur le sujet? IATA évidemment, a pris une position, officielle. Oui, officielle sur le besoin de décarbonation. IATA n'a pas pris de position sur le choix technologique. Ce n'est pas le rôle de IATA de faire ça. Mais ce qui est remarquable dans cette filière aéronautique, c'est une fois que le problème est posé, la convergence des points de vue. Alors on diffère un peu sur les dosages, un tout petit peu plus de ceci ou un tout petit peu plus de cela, mais finalement le problème, c'est un problème technique, c'est un problème industriel. La solution, elle est claire, il faut y aller, on y va. On évoque toujours la concurrence Boeing-Airbus, on fait toujours des comparaisons entre l'Europe et les États-Unis. Alors on est parfois un peu masochiste et on a tous entendu avec l'IRA, les États-Unis prennent une longueur d'avance, on va être dépassé. Bon, alors l'Europe annonce un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus sur la manière d'aider l'industrie et puis d'aider le secteur aussi à faire sa transition écologique? Est-ce que la mobilisation vous paraît suffisante en Europe
et singulièrement en France? Et puis en termes d'accompagnement financier, est-ce que vous avez regardé des cas particuliers pour aider les entreprises ou dans l'industrie actuelle, les constructeurs, à faire cette mutation-là? Est-ce qu'il y a des sujets de financement à votre connaissance? Et comment est-ce qu'on pourrait améliorer tout ça? Vous vous souvenez sans doute, dès 2015, donc bien avant la crise, bien avant je dirais la montée en puissance de ce besoin de décarbonation, quand on présentait les investissements de technologie faits par l'industrie, on mettait en avant le fait qu'on ne parlait pas de décarbonation, on parlait de réduction des émissions. Au Bourget, au salon du Bourget, on présentait les investissements Corac que vous avez évoqués, en montrant que 70%, 75% de la R&T, donc recherche et technologie, des grands donneurs d'ordre, étaient tournés vers la décarbonation, vers la réduction des émissions, pardon, c'est ce qu'on disait. 15, 17, 19. Aujourd'hui, on est passé on a passé une vitesse supérieure au fond, puisqu'on dit décarbonation, c'est-à-dire zéro carbone. Alors, si on se compare, la comparaison, elle n'est pas tranchée entre l'IRA et les paquets européens. Si j'exclus les financements de l'aviation civile française, il y a quand même une tendance européenne à punir plutôt qu'à inciter. Et ce qui est remarquable avec les mécanismes américains, on focalise sur l'IRA, mais les mécanismes aux États-Unis, c'est le côté incitatif. Alors, ce serait quand même un peu dommage que, ayant lancé le mouvement, on se fasse dépasser par des mécanismes plus efficaces du côté nord-américain, plus efficaces parce que plus facile à décider par un État fédéral, au fond. Hein. Et parce qu'il y a toujours cet esprit, c'est une différence que je constate dans mon métier aujourd'hui en tant qu'investisseur, parce que je n'investis pas que dans l'aéronautique. Il y a une tendance assez forte en Europe à réguler et une tendance assez forte aux États-Unis à inciter. Il faudrait rééquilibrer un peu. Sur la question sur la question je dirais du contenu et de la je cherche les mots là parce que je ne veux pas dire de choses excessives, mais sur la question du bon dosage entre réglementation et incitation, vous savez comme moi qu'il n'y en a pas vraiment d'instantané, on ne peut pas dire c'est ça. Je constate qu'il y a plus de réglementation, plus de restrictions de ce côté-ci de l'Atlantique et qu'il faudrait aller plus loin. Dans les entreprises, aujourd'hui, on n'a pas investi spécifiquement sur la décarbonation, mais chaque fois qu'on investit dans une usine, je reviens à ticket au capital, investissant dans Mecachrome, Figeac, Nexteam, TK Limit, enfin je dis des noms, pardon si j'en oublie, il y en a énormément. Chaque fois qu'on investit dans une usine, on investit dans une logique décarbonée, décarbonation de la production, décarbonation de l'énergie utilisée. Toutes les entreprises de notre portefeuille sont astreintes à
une collection d'informations sur les émissions avec un objectif de réduction de ces émissions dans leur mode d'opération. Je ne parle même pas de la décarbonation des avions, puisque la décarbonation des avions, la conception de la décarbonation des avions appartient rarement aux sous-traitants, elle appartient plutôt aux avionneurs et aux motoristes. Mais tout le monde est aligné vers l'objectif zéro carbone. Peut-être d'autres questions. Moi, j'en ai une sur le fond peut-être plus politique. C'est que vous avez dit tout à l'heure que le carburant durable, comme la décarbonation, c'était quand même dans un temps long. Or, vous avez dit aussi que les ingénieurs savent tout faire, il suffit de leur poser les bons problèmes. On est bien dans une situation de crise énergétique dans le monde, mais en France en particulier, en Europe, et on voit bien que ceci n'est pas prêt de s'arranger. Est-ce qu'on peut réduire ce temps aujourd'hui? Alors d'un côté, il y a une volonté, je vais dire environnementale, sociétale, de dire décarbonons en 2035, 2050, mais il y a aussi les conditions économiques pour le faire. Donc vous disiez aussi que pour être les coûts pour être compétitifs sont plus importants. Le plus important pour décider des choix que vous voulez faire et de la dynamique que vous voulez donner. Il est évident que si il faut peut-être soustraire cette idée du coût tant qu'on n'a pas développé. Et voilà. Et est-ce que l'État vous accompagne dans cette mesure? Est-ce que l'Europe vous accompagne? Est-ce qu'on ne peut pas faire tout seul? Ce n'est pas possible. Vous avez parfaitement raison, Monsieur le Président. Ce qui est important à mes yeux, et ce que je mettais en avant, ce n'est pas le coût de la décarbonation. C'est avec quelle vitesse on est capable de produire suffisamment de carburant durable, suffisamment d'hydrogène, enfin suffisamment de nouveaux moyens de propulsion décarbonée pour que le coût unitaire pour le passager, puisqu'on a dit que c'est finalement bon, que le coût unitaire pour le passager soit supportable. C'est ce coût-là qui est important. Le coût de la décarbonation, les industriels, chacun à son niveau, ils ont compris que c'était fondamental si on veut rester leader. Est-ce que l'État nous accompagne? Habituellement, un industriel dit oui, mais pas assez. Au fond, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Ce que l'État fait pour la filière française, aéronautique française, au travers du CORAC, c'est remarquable quand on le compare aux autres nations. Encore faut-il que ça continue. Et c'est là peut-être ma petite inquiétude, c'est de dire qu'il ne faut pas que ça s'arrête au prétexte, parce qu'il y a tout souvent ce prétexte qui est invoqué, l'aéronautique c'est une filière riche. Bah oui, on est premiers mondiaux, donc quand on est premiers mondiaux, c'est normal qu'on soit riche. La filière nucléaire française était la première au monde il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, on voit où ce côté débrouillez-vous peut mener. Je ne dis pas que c'est la position de l'État, non, le gouvernement nous soutient, mais il y a toujours cette pointe d'inquiétude. On entend souvent, très souvent, vous l'avez entendu, j'en suis sûr, ah mais l'aéronautique, ça va. Mais non, justement, c'est parce que ça va qu'il faut continuer de soutenir. C'est un peu l'image du sportif. Un sportif, il travaille ses points forts, il ne travaille pas ses points faibles. Vous avez dit tout à l'heure que ça allait beaucoup mieux. Ce qui va bien, c'est le trafic, c'est la demande. Aujourd'hui, la demande est là. Les gens veulent voyager. Je n'ai pas insisté sur la demande, mais il y a des canards dont on a tordu le cou assez rapidement. Une des choses qu'on entendait en 2020, c'est qu'il n'y aura plus jamais de voyage d'affaires. La proportion de voyages d'affaires aujourd'hui est la même que celle de 2019. Et on voyage plus qu'en 2019. Alors, les esprits chagrins vous diront « Oui, mais ce n'est pas du vrai voyage d'affaires, c'est du voyage d'agrément. » C'est du voyage d'affaires, puisque les business class des avions sont pleines. Et les avions sont pleins. Merci Philippe. Les avions sont pleins. Le taux de remplissage des avions n'a jamais été aussi bon. Et les prix des billets sont
30% plus cher en moyenne que ce qu'ils étaient en 2019. Ça veut dire que ce délai, on peut le raccourcir. Techniquement, on sait le faire. Le délai, demain matin, si on avait une baguette magique, c'est-à-dire si on avait un montant infini d'investissement, on saurait faire une usine qui produise du e-fuel. La question, c'est quel est le taux d'adoption qui va faire le volume qui va faire que le prix au litre sera compétitif pour les compagnies aériennes et donc pour les passagers. C'est le volume qui le dira. Voilà. Bien. Ben écoutez, messieurs, un grand merci. On aimerait vous entendre encore plus longtemps, mais vous avez d'autres obligations et merci d'être venu ici ce soir. Merci à nos collègues d'être là. Bernard, tu n'avais pas une question à poser? Voilà, on vous remercie et je remercie le rapporteur qui a bien noté. Merci beaucoup. beaucoup. Bonne question. Merci si vous avez des éléments à nous envoyer. Oui, je vais refaire le tour des questions. Voilà. Et si jamais il y a des choses que j'ai omises, je me permettrai de vous les adresser. Merci infiniment.